Partie 1. L'explorateur du mystérieux. Premier voyage. La plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui est à l'origine du véritable art et de la véritable science. Celui qui ne le sait pas et qui n'arrive plus à s'étonner ni à s'émerveiller est pour ainsi dire mort et son regard est éteint. Il y a bien des années qu'Albert Einstein a écrit ces mots et ils sont gravés à tout jamais dans mon esprit. Il y a 20 ans, j'étais convaincu que le monde physique que nous voyons et connaissons était la seule réalité. Je croyais que ce que mes yeux me disaient. La vie ne recélait aucun mystère caché. Il n'y avait que d'innombrables formes de matière vivant et mourant. Les faits étaient clairs. Il n'y avait aucun signe ni aucune preuve de l'existence de mondes non physiques et rien ne laissait croire que notre vie puisse se poursuivre après la mort. Je mettais en doute l'intelligence de toute personne assez cinglée pour accepter les concepts illogiques du ciel, de Dieu et de l'immortalité. Je pensais qu'il s'agissait là de contes de fées créés pour réconforter les faibles et manipuler les masses. Pour moi, la vie était simple à comprendre. Le monde était constitué de matière solide et de forme, et les concepts de vie après la mort et le ciel étaient de piètres tentatives humaines pour créer de l'espoir là où rien n'existait. Je possédais l'arrogant savoir d'un homme qui juge le monde avec ses seuls sens physiques. J'appuyais mes conclusions sur les observations irréfutables apportées par la science et la technologie. Après tout, s'il y avait là quelque chose de mystérieux, la science en ferait sûrement état. Mes fermes convictions sur la réalité et la vie durent jusqu'au mois de juin 1972. Au cours d'une conversation avec un voisin, notre discussion porta sur la possibilité d'une vie après la mort et sur l'existence du ciel. J'entrepris de lui présenter sans détour mes points de vue agnostiques. À ma surprise, mon voisin ne contesta pas ma conclusion. Au lieu de cela, il raconta une expérience qu'il avait eue plusieurs semaines auparavant. Un soir, immédiatement après s'être assoupi, il avait été bouleversé de se découvrir en train de flotter au-dessus de son corps, complètement éveillé et conscient. Il eut peur et il retomba instantanément dans son corps physique. Tout excité, il me raconta que ce n'était pas un rêve ou le fruit de son imagination, mais une expérience vécue de façon pleinement consciente. Intrigué par cette expérience, je décidai de chercher à mieux comprendre par moi-même cet étrange phénomène. Après plusieurs jours de recherche, je découvris de nombreuses références aux expériences extracorporelles. À travers l'histoire, avec un peu de recherche, je découvris un livre sur le sujet, qui décrivait exactement comment provoquer des expériences hors du corps. L'ensemble du sujet m'a paru extrêmement bizarre et j'estimais que le livre était le résultat d'une imagination trop fertile. Par curiosité, je décidai d'essayer une des techniques de voyage hors du corps chaque soir avant de m'endormir. Après des tentatives répétées, je commençais à me sentir un peu ridicule. En 3 semaines, la seule chose qui me sembla sortir de l'ordinaire fut une capacité accrue à me souvenir de mes rêves. J'acquis de plus en plus de conviction que toute cette affaire n'était rien de plus qu'un rêve intense ou impressionnant provoqué par une technique de projection astrale. Puis un soir, vers 11h, je tombai endormi au beau milieu de mes exercices de sortie hors du corps et commençai à rêver que j'étais assis à une table ronde avec plusieurs personnes. Elles semblaient toutes me poser des questions au sujet de ma croissance extérieure et de mon état de conscience. À ce moment-là, dans le rêve, je commençais à me sentir extrêmement étourdi, et un étrange engourdissement semblait à celui que donne la novocaïne gagna peu à peu mon corps. Incapable de garder ma tête droite, je perdis connaissance, me heurtant la tête sur la table. À l'instant même, je me réveillai.
pleinement conscient, couché sur le lit et le visage face au mur. Je pouvais entendre un bourdonnement inhabituel et me sentais différent sans trop comprendre pourquoi. Étendant le bras, je tendis la main pour toucher le mur devant moi. J'observais à ma grande stupéfaction ma main pénétrer dans le mur. Je pouvais en sentir l'énergie vibratoire, comme si elle touchait la structure moléculaire même du mur. Ce n'était qu'à cet instant précis que l'ahurissante réalité s'imposa à moi. Mon Dieu, je suis dans mon corps. Excité, je n'avais qu'une seule pensée en tête. C'est réel, mon Dieu, c'est réel. Couché sur le lit, je regardais ma main, cette incrédulité. Quand je fis le mouvement de serrer les poings, je pus sentir la pression de mon étreinte. Je sentais que ma main était complètement solide, mais le mur physique devant moi me semblait, au premier coup d'œil et au toucher, être comme une matière dense et vaporeuse ayant une forme. Déterminé à me mettre debout, j'arrive à me déplacer sans effort jusqu'au pied du lit, cherchant à intégrer rapidement toute cette réalité si nouvelle. Une fois debout, je touchai aussitôt mes bras et mes jambes pour voir si j'étais bien solide, et ma surprise, j'étais totalement solide, totalement réel. Mais autour de moi, les objets physiques familiers dans ma chambre ne me semblaient plus complètement réels ni solides. Au lieu de cela, ils avaient maintenant l'air de mirages tridimensionnels. Jetant un regard vers le bas, je remarquai une grosse masse inerte dans mon lit. Ébahi, je pus voir qu'il s'agissait de la forme endormie de mon corps physique étendu face au mur. Comme je fixais le côté opposé de ma chambre, le mur sembla disparaître lentement. Là, devant moi, je pouvais voir un vaste champ vert s'étendant bien au-delà de ma chambre. Jetant un coup d'œil à la ronde, je remarquai une personne qui m'observait en silence, à une distance d'environ 10 mètres de moi. C'était un homme de haute taille qui avait les cheveux bruns, une barbe et une robe pourpre. C'est très surpris par sa présence, je pris peur et revins brusquement à l'intérieur de mon corps. Avec un soubresaut, je me retrouvai dans mon corps physique, une étrange sensation d'engourdissement et de fourmillement se dissipant rapidement alors que j'ouvrais les yeux. Excité, je m'assis bien droit, bouleversé par ce qui venait tout juste de se produire. Je savais que c'était absolument réel et non un rêve, ou le fruit de mon imagination. Mon moi en avait été pleinement conscient. Soudain, tout ce que j'avais appris à propos de mon existence et du monde autour de moi devait être réévalué. J'avais toujours sérieusement douté qu'il puisse exister autre chose au-delà du monde physique. À présent, mon point de vue avait totalement changé. J'avais maintenant la certitude absolue que d'autres mondes existaient bel et bien, et que les gens comme moi devaient y vivre. Mais par-dessus tout, je savais dorénavant que mon corps physique était qu'un véhicule temporaire pour le moi réel y séjournant. Et qu'avec de l'entraînement, je pouvais arriver à séparer autant de fois que je souhaitais mon âme de ce véhicule. Emballé par ma découverte, je saisis un stylo et du papier et notai exactement ce qui s'était produit. Une avalanche de questions envahit mon esprit. Pourquoi la majorité des humains est-elle ignorante de ce phénomène? Pourquoi la science et la religion ne s'y intéressent-elles pas? Est-il possible que ce monde invisible soit le ciel, dont parlent les textes religieux? Pourquoi notre gouvernement n'explore-t-il pas cet apparent monde d'énergie parallèle? Est-il possible que notre profonde dépendance à l'égard de la perception physique nous ait amenés à ignorer une incroyable aventure d'exploration et de découverte? Tandis que l'effet du choc de ma première expérience se répercutait en moi, je pris conscience que ma vie ne serait plus jamais la même. Plus je réfléchissais à la portée de mon expérience, plus je réalisais la grandeur. Toutes mes croyances agnostiques avaient été balayées en une seule nuit.
Je savais qu'il ne fallait réévaluer tout ce que j'avais appris depuis mon enfance, tout ce que j'avais présumé vrai. Mes conclusions rassurantes sur la science, la psychologie, la religion et mon existence avaient de toute évidence été fondées sur des informations incomplètes. Je me sentais excité, mais également mal à l'aise. Les concepts familiers de réalité ne semblaient plus être d'aucune utilité. J'avais de plus en plus l'impression d'être dans un vide. À plusieurs occasions, lorsque je fis part de mon expérience à des amis, ils la trouvèrent trop bizarre pour être prise au sérieux. En 1972, l'expression « expérience hors du corps » n'avait même pas encore été inventée. La plus couramment utilisée était alors « projection astrale ». Personne parmi mes connaissances à cette époque n'avait même entendu parler de projection astrale. Et si vous arrivez de dire à des gens que vous aviez quitté votre corps, ils pensaient immédiatement que vous étiez sous l'effet d'une drogue ou que vous perdiez les pédales. Je découvris rapidement qu'il valait mieux garder pour moi mes expériences au risque de faire face à une certaine incrédulité ou même au ridicule. Après ma première sortie hors du corps, mon esprit envahissait une foule de possibilités et débordait de questions. Envisageant une foule de possibilités débordantes de questions. Ayant désespérément besoin d'informations et de conseils, je passais plusieurs semaines à courir les bibliothèques et les librairies à la recherche de tout ce qui était disponible sur le sujet. Je me rendis vite compte qu'il y avait très peu de choses là-dessus. Seuls quelques rares livres avaient été écrits sur le sujet et certains d'entre eux avaient été publiés quelques dizaines d'années plus tôt et étaient maintenant introuvables. À la fin de juillet 1972, je pris conscience que j'allais devoir me débrouiller seul. Je décidai de concentrer mes efforts sur la seule technique qui avait marché pour moi auparavant. Cette technique nécessitait la visualisation d'un lieu physique que je connaissais bien pendant que je m'abandonnais au sommeil. Comme auparavant, je m'imaginais le salon de ma mère avec le plus de détails possible. Au début, cela me parut difficile, mais au bout de quelques semaines, j'arrivais à me représenter avec une précision accrue l'apparence exacte des lieux, les meubles, les motifs des tissus, les textures, même de petites imperfections dans le bois, et la peinture commençant à être claire dans ma tête. Je me rendis compte que plus j'arrivais à me voir dans la pièce en train de toucher les objets physiques, plus mes visualisations devenaient détaillées. Avec la pratique, j'appris à me déplacer d'un point à un autre dans la pièce et à mémoriser des choses précises s'y trouvant. J'appris également l'importance de sentir l'environnement avec mon esprit, le contact du marché, d'allumer une lampe ou même d'ouvrir la porte. Plus mes visualisations étaient riches de détails et plus je me voyais y participer, plus mes résultats s'amélioraient. Même si je fus assez exigeant au début, au bout d'un moment, je pris plaisir à donner vie à mes visualisations dans ma tête. C'est à ce moment-là que je décidai de tenir un journal pour enregistrer mes voyages hors du corps.